Bien, chers amis, bonjour. Alors, en avant-propos à ce que nous allons dire avec M. Dre sur M. Chouchani, le fantastique M. Chouchani, je me permets de vous dire que un fameux film, qui a eu énormément de succès, donc je vous montre l'image de lancement, voyez, sur M. Chouchani, dont le réalisateur c'est Michael Grispan, existe, vous pouvez le voir, et il va vous donner énormément de points de repère pour que vous puissiez faire vous-même votre travail intérieur, comme voulait d'ailleurs M. Chouchani, de manière à ce que vous puissiez, disons, approcher sa vision qui était extrêmement secrète. Les interventions que j'ai faites, et notamment avec M. Dre, sont des interventions qui sont d'abord et avant tout de type spirituel. Nous comprenons absolument qu'il y a d'autres approches, et notamment des approches plus historiques, plus événementielles, évidemment. Mon approche, l'approche que j'ai choisie dans mon intervention, c'est l'approche spirituelle. Et j'étudie au niveau spirituel M. Chouchani depuis les années 1989. Et depuis ces années-là, je me suis intéressé au travail intérieur de M. Chouchani par rapport à sa mission dans notre monde, à sa mission sur Terre et dans ses rapports pédagogiques, je dis bien pédagogiques, avec l'autre. M. Chouchani était un homme, évidemment, qui avait il parlait plusieurs langues, il avait de multiples facettes, il se passait pour pauvre, il se passait pour riche, il se passait pour érudit, des fois il était même assez, disons, agressif avec certains publics, notamment les enfants. Des fois, au contraire, il cassait pour reconstruire, mais ce que cherchait M. Chouchani particulièrement, c'est de dévoiler à chacun d'entre nous, à chacun de ses interlocuteurs, la clé qui lui permettait de comprendre le plus intimement possible quelle est sa personnalité propre, intérieure, quel est son devenir par rapport au projet divin. Monsieur Chouchani, je pense que ce que je dis très profondément joue un rôle capital pour la fin des temps de l'histoire. Il a parcouru le monde, il a parcouru des mondes, il a essayé de faire le lien entre le matériel et, disons, le spirituel. C'était intimement un homme, certes, qui aimait énormément le sionisme, qui était énormément relié à la terre d'Israël. Il a participé à des études de Torah de très haut niveau, notamment avec le Rav Kook à Jaffa, dans les années 1909, 1910, 1911, puis il est parti en Amérique, et il a aussi cherché, non pas la richesse pour la richesse, mais la richesse pour comprendre le plan de Dieu. C'était un homme de recherche intérieure très intense, et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire concurrence, surtout pas, à tel ou tel personnage qui m'entoure, ou tel film ou chanson, ou je ne sais pas quoi, par rapport à M. Chouchani. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la concurrence, c'est la complémentarité de la pensée et la complémentarité de l'action. Je ne possède pas la science inculte, je ne suis pas un expert dans M. Chouchani, je ne connais pas
ses écrits, quoique j'ai essayé de lire de nombreuses fois ses écrits étaient pour moi tout à fait illisibles, mais ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est de connaître autant que possible, en toute humilité, le travail intérieur de M. Chouchani, à travers tous ses déguisements, de manière à comprendre sa mission dans ce monde. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui m'intéressait. Je ne vise personne, je veux tout simplement la recherche de la vérité, comme était d'ailleurs M. Chouchani, un amoureux éperdu du Hémet, de la vérité vraie. Voilà, je vous laisse, dans votre cheminement intérieur à travers les paroles de M. Louis Drey et ce que nous avions dit il y a quelques jours sur M. Chouchani. Je vous laisse selon votre réflexion intérieure. Chacun a sa propre dynamique propre de sa propre histoire et chacun arrivera à ses propres conclusions. Merci beaucoup, que Dieu vous protège et à très très bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous très important. Nous allons vous parler aujourd'hui, Fabien Mochet et moi, d'un personnage unique au XXe siècle et même dans l'histoire. Ce sont des personnages qui apparaissent, on se demande comment, et qui disparaissent en laissant derrière eux tous les points d'interrogation sur leur mission de leur vie. Mais fallait-il des maîtres pour le reconnaître, ce personnage? Car, ne dit-on pas, ce personnage s'appelle Chouchani. Ne dit-on pas que dans le monde d'aujourd'hui, une partie des gens sont des gens qui connaissent Chouchani, qui ont entendu parler, mais l'immense majorité n'a jamais entendu parler de lui. Alors, si vous nous permettez, aujourd'hui, ce sera très difficile de faire le tour d'un personnage comme ça en si peu de temps. Mais, avec nos modestes connaissances, nos modestes explications, on va peut-être vous donner le goût d'approfondir la connaissance de ce personnage. Chouchani est un homme qui est né à la fin du XIXe siècle. On n'est pas sûr de sa date de naissance, c'est autour des années 1895. Il serait né en Lituanie. Mais en fait, la connaissance de sa vie ne s'est faite que par bribes et par des recherches approfondies, parce que la clé de la personnalité du personnage, c'était le mystère. Un homme qui ne voulait rien dévoiler de sa personnalité, de sa personne, et surtout ne pas avoir d'attache, libre complètement. Juste un mot, permets-moi. Ça fait depuis 1989-90 que Louis et moi travaillons sur ce personnage humblement, mais avec une force de persuasion redoutable pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, en 2025, nous n'avons pas encore eu la perception exacte de ce personnage qui est pour nous un point d'interrogation malgré toutes les études que nous avons accomplies et notamment après ce livre fascinant qui s'appelle Fascinant Chouchani de Madame Sandrine Zwark, et c'est pas la seule, n'est-ce pas? Louis parlera de Monsieur Malka tout à l'heure,
Mais c'est un personnage déroutant, fantastique, sans frontières, inclassable. Oui, d'ailleurs, tu viens de le souligner, Salomon Malka lui a consacré un livre, et il s'est même déplacé dans les derniers endroits où a vécu Chouchani, en Uruguay, pour retracer sa vie. Mais l'homme qui on parle avec le plus de passion, et c'est resté, je crois, le grand mystère pour lui aussi de sa vie, c'est Elie Wiesel. Alors, il n'y a pas qu'Elie Wiesel, ça vous démontre quelle envergure avait ce personnage, parce que Emmanuel Levinas le considérait déjà comme un maître. Alors, quand on sait que c'est Emmanuel Levinas, un des plus grands philosophes du XXe siècle, dans le judaïsme, tirer son chapeau bas devant un homme comme ça, ce n'est pas rien. Il y a eu d'autres, il y a eu Beno Gross également, et au fur et à mesure de mon intervention... Notre maître Manitou. Manitou. Alors Manitou, justement, c'est bien que tu en parles, parce que il était tellement déroutant que les gens disaient, mais il est à 50% génial, mais à 50% fou. Et Manitou, un jour, on lui a posé cette question, pour ça, c'était d'accord avec cette façon de voir. Il a dit, ah, pour moi, il est 100% fou et 100% génial. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'était une intelligence, on peut dire démentielle, qui interpellait, parce que ce n'était même pas humain. Alors, on va reprendre son itinéraire, en gros, bien sûr. Donc, né en Lituanie, il semblerait, avec tous les éléments qui ont été rassemblés, que ce garçon, enfant, a eu une enfance très très malheureuse, puisqu'il aurait perdu sa mère, qui aurait été écrasée par une charrette à l'époque, par un attelage de chevaux, et il est resté élevé par son père. Il avait un frère également, une sœur. Et en fait, il a tellement souffert parce qu'il n'y avait pas le manque d'affection de la mère, mais il y avait aussi la misère à la maison. Et il était, on peut dire, je peux utiliser ce mot, c'est un peu grivois, mais enfin, il était trimballé comme un animal de cirque, parce que, il faut savoir que déjà petit, il manifestait des connaissances d'une mémoire qui dépassait l'entendement. À 3 ans, il connaissait le Talmud. Absolument. Imaginez. À 5 ans, il connaissait le Talmud et ses commentaires, ce qui est impossible. Et en fait, son père l'emmenait pour essayer, comme on peut dire, de faire bouillir la marmite, en montrant un prodige dans les différents endroits où il allait, espérant toucher un peu d'argent. À un moment donné de cette existence-là, il devait peut-être, d'après mes calculs, avoir 15, 16 ans, 17 ans, il a quitté le domicile familial et il a disparu, sans donner d'adresse où il se dirigeait. Il est parti pour Israël. Il est parti pour Israël, et comme c'était un élément excessivement brillant de la Torah, d'ailleurs, Elie Wiesel disait, son espace personnel, c'est le Talmud. Regarde, je vais citer Elie Wiesel là, dans ce livre de Madame Sandrine Svak, à la page 129. Regardez ce que disait Elie Wiesel, d'accord ? Monsieur Chouchani est un homme unique. Unique parce qu'il connaissait tout, parce qu'il en savait trop, mais avec toujours quelque chose de plus, quelque chose d'autre. C'était l'étranger, c'était la menace, c'était la promesse. Juste un mot là, Louis, important. Monsieur Chouchani faisait partie de l'école de Brisk, en Lituanie. Et la yeshiva de Brisk
il était très jeune, hein, il était très très jeune, on étudiait les textes à fond et on faisait travailler la mémoire. Et le grand plus de cette yeshiva, c'est qu'on faisait aussi des études de science, de ce qu'on appelle chez nous de rôle. Ils ont essayé de faire une sorte de synthèse entre le monde de l'universel non juif et le monde de la Torah qui a été donné au peuple d'Israël. Et très jeune, Monsieur Chouchani a été imbibé de rapports entre la Torah d'Israël et l'universel profane dominé par toutes les sciences. Il savait les mathématiques, juste un mot, il connaissait avant de mourir en 1968 à peu près 80 langues. Il apprenait une langue à partir du dictionnaire et surtout il connaissait Platon, Socrate, le grec, il connaissait Victor Hugo, Lamartine. C'est un esprit absolument universel et avant de lui donner la parole, il faut comprendre une chose très très importante. C'est que M. Chouchani se voulait d'abord, avant tout, insaisissable. Il était non pas amoral, mais il était, si vous voulez, au-dessus. Il se sentait au-dessus de la morale humaine. Par exemple, il était chez quelqu'un, il avait faim, eh bien il se levait, il ouvrait le réfrigérateur et il mangeait un saucisson sans demander l'accord du propriétaire, ou bien il faisait son cours allongé par terre ou allongé sur un tronc d'arbre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait nous faire douter. Il voulait absolument réveiller ce qu'on a par le travail intérieur, et ça il le disait, n'est-ce pas, la clé qui est en nous. Et ça, pour finir, notre maître, monsieur Manitou, monsieur Ashkenazi, le Rav Ashkenazi, n'avait pas compris. Il disait qu'il faisait un cours aujourd'hui, tout le monde les élèves étaient stupéfaits par l'étendue de la connaissance et l'étendue de son intelligence, et le lendemain il disait exactement le contraire. Exactement le contraire. Donc les élèves étaient perdus. Qui a raison? Et il ne donnait pas la solution. Il ne donnait pas la solution. Il laissait l'être humain, l'élève, tout simplement devant son interrogation intérieure, de manière à trouver la clé intérieure, de manière à faire sortir cette substantifique moelle qui va lui permettre d'avancer. Ça, c'était la pédagogie de Chouchani, qui paraissait absolument saugrenue, unique, n'est-ce pas, à tel point qu'il s'est fait renvoyer de l'école de monsieur le Rav Ashkenazi, parce que, tout simplement, il avait peur qu'il allait détruire toute la pédagogie officielle telle qu'était prévue et enseignée par les professeurs. Il cassait tout, il détruisait tout, des fois même avec un peu de violence. Il prenait son élève, il l'attrapait comme ça dans l'épaule pour le réveiller. Il était, si vous voulez, à la fois imbu de lui-même et complètement humble. C'était l'humilité, disons, arrivée à son point le plus, disons, terminal. D'ailleurs, ses élèves avaient peur de lui, parce que, comme explique Elie Wiesel, il valait mieux, dans un cours de Chouchani, dire « je ne comprends pas » que d'avoir un sourire satisfait de quelqu'un qui a tout assimilé, et là, intervenaient les questions. Et malheur, si les questions auxquelles était soumis l'élève ne trouvait pas de réponse. Il le mettait plus bas que terre. Parce que, comme disait Fabien Mouchet, tout son enseignement, et c'est ça qui perturbait beaucoup, c'était déconstruire pour reconstruire. C'était une logique d'analyse totalement personnelle. Unique. Et alors donc, je reprends le fil, donc il arrive en Israël, on peut imaginer que c'était autour des années 1912, 1911, et il
étant pétri de Talmud et tout, il rentre à la yeshiva. D'ailleurs, on cite qu'il a été même à la yeshiva de Jaffa, du Rav Kook, étudié. Il a été remarqué par le Rav Kook, qui a vu en lui un élément brillant, comme c'est pas possible. Et il s'est donné à l'étude pendant les années qu'il a passées en Israël avec toute son âme. Il fut un temps, dans ce parcours à Jérusalem, il était d'ailleurs, quand il est revenu étudier sur Jérusalem, ça se situait la yeshiva où il étudiait du côté de la rue des Prophètes. Donc c'était déjà un signe du ciel. Et là, il a commencé à avoir un rapport difficile avec certaines autorités ambiantes, comme le Rav Sonnenfeld, qui était véritablement ce qu'on appelle dans le judaïsme l'orthodoxie totale. Et d'ailleurs, le Rav Sonnenfeld, quand Herzl est venu à Jérusalem pour rencontrer le Kaiser Guillaume, le Rav Sonnenfeld n'a pas voulu serrer la main. Et on a voulu savoir pourquoi. Il avait vu en cet empereur allemand le pressentiment qu'il représentait une puissance qui allait être un malheur pour le peuple juif. Et il a refusé. Ça, ce sont les très très grands. Alors, à ce moment-là, Chouchani était un carrefour de sa vie, un nouveau carrefour, et il part aux États-Unis. Alors juste un mot là, parce que c'est important, on parle du sionisme de M. Chouchani. Il faut savoir que M. Chouchani était très très sioniste, il se sentait très très lié à la terre d'Israël, et c'était le début du retour, et il était très lié au mouvement Mizrahi, et notamment le mouvement Mizrahi, d'abord en Europe, puis après en Amérique. Et le Rav Kook lui a demandé d'aller demander au mouvement Mizrahi américain un peu d'argent pour pouvoir développer la yeshiva de Yafo à Tel Aviv du Rav Kook. Et Monsieur Chouchani est parti, il est resté une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, Elie Wiesel, dans ses mémoires, dit que Monsieur Chouchani a fait fortune là-bas, et après ça, il a tout perdu pendant la crise de 1930. Et il a été tellement choqué par ce qu'il a vu, qu'il a juré, M. Chouchani a juré de ne plus mettre les pieds aux USA, en Amérique du Nord. Et à un moment donné, en 1965, M. Elie Wiesel, à partir de l'université de Boston, procure à M. Chouchani un poste absolument remarquable, avec une voiture de fonction, avec une secrétaire, avec une maison de toute beauté, avec un salaire plus que mémorable. Et M. Chouchani a refusé parce qu'il s'agissait d'aller retourner en Amérique. Pour vous dire que c'était quelqu'un qui avait une force d'abord de conviction, une force de résistance, et il était en dehors du temps, et même en dehors de l'espace, parce qu'il avait réussi à intégrer et le temps et l'espace. C'était pour le définir, c'était un magicien de la parole. Exact. Un magicien de la parole. Et en fait, il a tenu parole, il a quitté les États-Unis, et il n'y a plus mis les pieds. Mais on pouvait lui faire un pont d'or. En fait, il avait compris, cet homme, que pour acquérir la liberté auquel il chérissait tant, il ne devait pas être enchaîné aux forces matérielles. Et c'est pour ça qu'il a préféré son humble condition, mais un homme libre dans la parole. Alors il arrive en France, et c'était les années 30, il a commencé à évoluer dans les cercles à Strasbourg, il a même connu les cercles de Lubavitch, avec le Rav Schneerson et tout, il a connu des gens très importants à Strasbourg qui ont été époustouflés par le personnage, à savoir Shalom Rosenberg, qui en avait fait presque, je ne veux pas dire le mot, mais
Un exemple. Ébloui, ébloui. D'ailleurs, Emmanuel Lévinas, à ce moment-là, malgré les propos et la volonté de sa femme, il était un peu repoussant en général pour les femmes. Elle ne comprenait pas. Il faut savoir comment il se présentait. C'était un mendiant et un clochard. Il n'y a que quelqu'un qui avait la perception de l'âme qui voyait que c'était un roi qui était déguisé, un prince, suspendu entre le ciel et la terre. Exactement. C'était ça, Shoushani. C'était un peu le Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, Lévinas lui loue, parce qu'il fallait lui assurer le logis. Il n'avait pas une chambre pendant 4 ans au-dessus de chez lui. Et il s'est imbibé complètement de toute la connaissance, humblement. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Mais la période de Strasbourg des années qu'il est revenu des États-Unis a été très, très riche pour des gens comme ça, avant bien entendu que éclate le conflit de la Deuxième Guerre mondiale et où Shoushani se retrouve à Paris. Alors là, on a des anecdotes qui laissent... mais alors... Pantois. Pantois. Je vous donne un exemple. Shoushani est arrêté par la Gestapo. Et plusieurs fois. Mais il fut une fois où c'était beaucoup plus sérieux que les autres. Et il propose un marché à l'officier allemand qui dirige la patrouille par laquelle il est arrêté. Il lui dit, voilà, je vais vous poser un problème, parce qu'il conversait avec lui en allemand, mais c'est vrai ce qu'avait dit Fabien, 80 ans. Mais parmi les 80, il y en avait 10 au moins, c'était comme des langues maternelles. Des langues comme le polonais, l'arabe, l'araméen, couramment, le grec, le latin, l'anglais, l'allemand, le français, couramment. Alors il dit, je vous donne un problème, si vous le résolvez, vous me relâchez. Et si vous ne le résolvez non, pas... c'est le contraire. Non. Si je vous pose un problème, si vous n'avez pas de solution à ce problème, je suis un homme libre. C'est ça. Maintenant, l'inverse, vous pouvez m'arrêter et faire ce que vous voulez de moi. Alors l'officier allemand a souri en disant, mais vous savez avec qui vous êtes tombé? Je suis professeur de mathématiques dans le civil. Et il lui pose le problème. L'université. Et d'université. Il lui pose le problème. Il a calé sur le problème. Il n'a pas pu résoudre le problème. Et c'est resté dans le personnage qu'on décrit de Shoushani un élément vraiment important pour comprendre qui il était. Poser un problème de maths à un professeur de l'université de mathématiques et qui ne le résolve pas. Et de la même manière, il est encore de nouveau arrêté avant qu'il quitte complètement la France, parce que ça commence à devenir chaud pour les Juifs. Il s'est fait passer pour un musulman. Alors, arrêté comme un musulman, les autorités allemandes ont été chercher le recteur de la mosquée de Paris, carrément une autorité. Et ils l'ont fait rentrer dans sa cellule et ils se sont entretenus pendant 2 heures. Quand l'autorité de la mosquée de Paris est sortie, ils lui ont dit alors, il a dit, il est plus grand que moi. Il connaît le Coran. Il est plus musulman que moi. Il est plus musulman que moi. Il connaît le Coran par cœur. Les hadiths, tout. C'est un musulman, si on peut rigoler, caché. Alors, attends, juste un mot là, juste un mot. Monsieur Shoushani avait effectivement une allure de mendiant, on allait dire même de gueux. Il avait un chapeau qui était trop petit par rapport à sa tête. Il y tenait beaucoup à ce chapeau. Il se promenait toujours avec le même manteau. Et une valise cabossée. Attends. Et il avait aussi souvent un col une chemise, hein, et avec une cravate, et des chaussures qui étaient 2 fois plus grandes que lui. J'allais dire presque un clown. Et à un moment donné, il est reçu dans une famille, et je crois que c'est Elie Wiesel, je ne suis pas sûr de ma source, mais je crois que c'est Elie Wiesel qui en parle, et dans ses mémoires, et il est reçu dans une famille,
Et à un moment donné, il faisait vraiment très très chaud, il se découvre et on s'aperçoit qu'en fin de compte qu'il n'avait pas de chemise, qu'il avait un col unique avec un bout avec un nœud de cravate qui arrivait jusqu'ici et c'était tout. Et qu'il était tout simplement derrière tout ça nu. Pour vous donner une idée de ce que c'est M. Chouchani. M. Elie Wiesel disait qu'il se promenait toujours avec 2 valises. Une valise qui était pleine d'argent et une valise qui était pleine d'objets qu'on pensait qu'il volait. De babioles. De babioles, il trouvait une boîte par terre dans la rue, il trouvait une poupée dans les ordures, il le prenait, il disait « Oh là là, ça c'est très important ». Et on ne comprenait absolument pas M. Chouchani, parce qu'il vivait dans un monde spécial, unique, dans son propre monde, et il était en rapport avec le ciel, j'allais dire. Et cela, il était absolument incompréhensible. Comme l'a dit Louis très justement, les femmes en avaient peur, parce qu'on ne pouvait pas le situer. Il n'était pas qu'il était amoral, non, il était au-dessus de la morale. Il comprenait la morale, il n'était pas contre la morale, mais il avait dépassé ce cadre de la morale. Et M. Chouchani, on peut le voir dormir dans la rue, sur un banc. On peut le voir aussi réveiller notre maître, M. Manitou, à 5h moins quart du matin, pendant le premier métro, lui téléphoner et lui dire, je t'en supplie, monsieur Ashkenazi, monsieur le Rav, apporte-moi tout de suite une paire de chaussures de telle forme et de tel truc. Et c'était à 5h moins quart du matin, le premier métro, et je suis dans le métro, je t'attends. Et évidemment, la femme du Rav Ashkenazi ne comprenait absolument pas. Lui, il se levait, il allait apporter la paire de chaussures à 5h du matin à M. Chouchani, sans savoir vraiment pourquoi. Et c'était ça, M. Chouchani. C'est-à-dire un homme inclassable, insondable. Et d'ailleurs, on ne connaissait pas son carnet d'adresse, puisqu'il y a eu à Paris une venue du Rav des Satmar. Et évidemment, tous ces chassidim voulaient lui embrasser la main et bénéficier d'une bénédiction. Et donc, il y avait une queue immense. Alors voilà que Chouchani fait fi de toute la file d'attente et il traverse toute la cohue pour se présenter à l'entrée. Évidemment, le secrétaire ne comprenait pas. Alors, il lui donne 2 mots à présenter au Rav des Satmar. Le secrétaire était époustouflé. Le Rav des Satmar lui donne l'autorisation de le faire entrer. Il s'enferme avec le Rav des Satmar, il reste plusieurs heures et il ressort. Mais qui était-il pour éclipser tout ce monde-là? Mais quand le Rav des Satmar a entendu que Chouchani était là, d'ailleurs, je voulais vous dire une chose, c'est que Elie Wiesel a assisté à un moment donné à une discussion entre le Rav Steinsaltz de Jérusalem et Emmanuel Levinas. Et il précise d'une manière humoristique, parce qu'il était là pour écouter, il a dit « Je vous donne en 1000 de quoi ont-ils parlé ?» Eh bien c'est très simple, ils ont parlé de Chouchani. Voilà 2 éminents hommes du judaïsme se réunissant et ne trouvant rien de mieux que de parler de Chouchani. Alors, il faut savoir également que quand il a fui la France pendant la guerre, il est arrivé en Suisse. Et en Suisse, pendant la guerre, il n'avait pas les papiers requis. Sans papier, sans rien. Il a été mis dans un camp. Et dans ce camp, il était un homme à part parce que les autres prisonniers, il leur avait dit qu'il était turc. Et quand on lui posait des questions, il répondait en turc. Il est inclassable, inclassable. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que la guerre se termine et il se retrouve à Paris dans une organisation de secours d'enfance qui est officier à Taverny. Et c'est là qu'évidemment Manitou venait intervenir, même Levinas. Il y avait même Madame Marianne Picard, qui était une
l'école Lucien de Hirsch par la suite et tout. D'ailleurs, il lui faisait peur à elle aussi. C'est bien simple. Et donc, l'enseignement se déroulait le Shabbat, mais il venait et il partait sans prévenir. C'était son personnage. Et il fallait véritablement être à l'écoute de ce qu'il disait, parce que c'était pas le genre d'individu qui tolérait la médiocrité. Regarde ce que dit, pardon Louis, regarde ce que dit monsieur Elie Wiesel à la page 164 du livre de Madame Sandrine Zweig. Regardez ce que disait Elie Wiesel par rapport à Chouchani. Chouchani lui parle. Tu voulais m'imiter, toi Elie Wiesel, ce n'est pas en imitant qui que ce soit que tu ouvriras quoi que ce soit. On n'achète pas les clés, on se les forge soi-même. Ce qui constitue ma force peut, chez toi, dit M. Chouchani à M. Elie Wiesel, n'engendrer que détresse. Le devoir du disciple, c'est de suivre son maître, pas de le copier. C'était ça, M. Chouchani. C'est-à-dire, il cassait l'être intérieur de manière à ce qu'il lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, se restructurait lentement mais sûrement. Et c'est ça qui a énormément choqué M. Elie Wiesel et M. évidemment Lévinas et d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Et d'ailleurs, il le soulignait, à un moment donné, quand il était à Strasbourg, il avait rencontré Josie Eisenberg, qui en avait entendu parler. Alors il s'est dit, bon, je vais le mettre à contribution pour voir véritablement, parce que Josie Eisenberg est un homme très cultivé dans le judaïsme, et il y a donné un passage de la Torah à commenter, et il voulait entendre le commentaire. Alors Elie Wiesel a fait cette remarque en disant il s'était trompé d'adresse, parce que pour Chouchani, le commentaire d'un passage pareil, c'était donné à faire une petite addition à Einstein. Pour comprendre. C'était un amusement pour lui, ce genre de choses. Alors, évidemment, le grand mystère, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il était insaisissable. Insaisissable, et il portait en lui le désir d'être un séfarade. Ah, il voulait être un séfarade. Alors, il a fait plusieurs voyages en Afrique du Nord. D'ailleurs, moi-même, je suis originaire d'Oran, en Algérie, et il a dû, dans les années 1926, passer pendant quelques mois à la grande synagogue, qui est malheureusement aujourd'hui devenue une mosquée, mais on l'appelait le Grand Temple. Et là, on dit qu'il était bedeau, c'est-à-dire pas officiant, mais un aide officiant à la synagogue. Et il s'est même installé à un moment donné au Maroc. Et au Maroc, il y a eu une articulation très importante dans sa vie, puisqu'il a réussi, écoutez la performance, sans papier, à obtenir des autorités marocaines qu'elles lui accordent un changement d'état civil en disant quelqu'un s'est porté garant, monsieur, comme par hasard, était d'Oran, s'appelait Émile Seban, il était directeur d'une école juive, avec deux personnes qui se portaient également garantes pour Chouchani, en disant oui, on atteste qu'on le connaît bien, il a perdu ses papiers, et alors on lui a établi un nouvel acte d'état civil. Et dans ce nouvel acte, qui était en fin de compte une nouvelle naissance, puisqu'il souhaitait personnellement être séfarade, il a obtenu le nom de Mardoché Ben Soussan. Ben Soussan. Alors, pourquoi a-t-il choisi ce nom? On peut penser que la Megillat Esther, c'est-à-dire toute l'histoire qui est relatée sur les miracles de Purim pour le peuple juif, l'avait beaucoup interpellé, et Mardoché, ben, c'était le nom de l'oncle d'Esther. Et on dit dans le judaïsme, bien entendu, parce qu'il faut connaître la langue juive, Esther vient de quelque chose de caché. C'est le verbe léastir. Donc, en fait, c'était totalement Chouchani. Il voulait être un personnage caché. Un personnage caché. Et donc, il a obtenu cette nationalité. Et à partir de là, il est devenu
Mardoché ben Soussan. Alors, c'était dans son âme, parce que je veux vous dire une chose, Elie Wiesel a découvert à la fin le nom réel de naissance de Chouchani. Il s'appelait Hillel Perlman. Hillel Perlman, ça c'est son vrai nom. Mais en fait, il avait radié totalement son passé. Et à partir de la fin de la guerre, il est resté quand même un certain temps en France, mais il ne se sentait pas bien. Il se sentait pas bien. Il a voulu encore renouer avec Israël. Il est revenu et il a travaillé dans les kibboutz très connus qui sont dans la région de Beth Shean, des kibboutz francophones d'ailleurs, qui s'appellent Sde Eliaou, et dans une autre région, Be'arot Yitzhak. Et là, il travaillait et il enseignait. Il a fait ça pendant un certain temps, c'était dans les années 1952 à peu près. À partir de là, la décision a été prise. Il est parti en Uruguay. Alors, on a essayé de savoir, de comprendre. Chouchani était un homme qui voyait très très loin. Et il ne s'est pas trompé. Parce qu'il craignait beaucoup pour l'avenir de l'Europe. Il avait peur d'une nouvelle guerre en Europe. Et regardez, 60 ou 70 ans après, où on en est, c'est aujourd'hui le sujet primordial des informations. Qu'est-ce qui va devenir de ce conflit de la Russie avec l'Ukraine? Très dangereux. Regarde, je me permets d'intervenir ici, à la page 280, toujours de ce même livre magnifique. Je lis, c'est un peu long, mais c'est très important. Certains mystiques pensent ou feignent de croire que M. Chouchani a été, au XXe siècle, comme l'a dit Louis d'ailleurs, l'un de ces envoyés célestes intermédiaires entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Un véritable malar, comme on l'appelle en hébreu. La Torah recèle d'occurrences mentionnant la présence de messagers mystérieux envoyés parmi les hommes pour enseigner et transmettre la parole divine. Chouchani, son identité connue dans les années d'après-guerre en France, a traversé les lieux et les époques comme un messager. Privé d'enfance, la vie de M. Chouchani n'a été consacrée qu'à l'enseignement qu'il a reçu et qu'il a donné de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Écoutez bien s'il vous plaît. La tradition juive insiste sur l'existence de messagers, de Melachim, dont la mission est conditionnée par les actes de celui à qui ils sont envoyés. Leur action et leur visage sont ainsi liés à celles des hommes selon qu'ils se comportent mal ou bien, selon la Torah, ils correspondraient à des volontés envoyées par Dieu dans son monde, chargées de mission pour réaliser une tâche providentielle. Chouchani, dont les mutations d'identité ont été nombreuses au gré des contrées traversées, des époques et des interlocuteurs, a été vu comme l'un de ces envoyés célestes chargés d'enseigner la pensée juive réinterprétée au miroir de la culture universelle occidentale. Fin de citation. D'ailleurs, après sa mort, Elie Wiesel a rencontré quelqu'un de très brillant à Tel Aviv. C'est le professeur Jacques Goldberg qui enseignait au Technion de Haïfa, qui était polytechnicien lui-même. Et la preuve, le petit clin d'œil, Jacques Goldberg confiait à Elie Wiesel: j'aimerais, parce qu'il le considérait comme un maître, j'aimerais lui faire construire une maison sur le mont Carmel. Or, dans le judaïsme, on sait très bien qu'est-ce que représente le mont Carmel. Le mont Carmel est un événement prophétique où, quelque part, le prophète Élie s'est révélé face aux prophètes idolâtres de l'époque. Et d'ailleurs, ça a mis en cause sa sécurité. Il était obligé de se sauver dans le désert parce que le roi de l'époque, qui s'appelait Akab, et la reine Jézabel voulaient sa mort. Évidemment,
il commençait à avoir peur d'un prophète qui aurait pu donner d'autres idées au peuple. Et donc, un homme comme Jacques Goldberg, qui était professeur de physique, et d'ailleurs, il avait même connu en Suisse un très grand chercheur de physique. Et donc, il avait le langage des univers, à savoir qu'il était capable de converser, et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il enseignait la physique nucléaire. Il est mort un vendredi soir au pied d'un arbre, d'après tout ce qu'on sait, à l'entrée du Shabbat, autour de certains élèves qui étaient autour de lui, et il enseignait la physique nucléaire. Mais où avait-il appris la physique nucléaire pour l'enseigner? C'est encore un nouveau mystère. Mais des mystères comme ça se superposent les uns aux autres, et en fait, comme disait Fabien Mochet il y a quelques instants, même Wiesel le souligne en disant c'est des personnages comme ça qui sont envoyés. Certains disaient c'était un grand kabbaliste qui était venu rechercher, la mission était de rechercher dans le monde les étincelles de sainteté. C'était le but de sa vie, rechercher les étincelles de sainteté. Et les révéler à elle-même. Voilà. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si, parce que ça m'a interpellé en lisant la vie de Chouchani, mais dans les années 70, il y avait un grand livre qui est sorti d'un professeur qui s'appelle professeur Schwarzbart, et qui avait écrit « Le dernier des justes ». Et d'ailleurs, le thème du livre, c'était les 36 justes cachés dans le monde, à qui a été confiée la mission, au niveau spirituel caché, de soutenir l'humanité par un travail spirituel secret. Et alors, évidemment, Elie Wiesel a fait pas le parallèle d'un de ces justes qui aurait été Chouchani. Mais il a été beaucoup plus loin, Elie Wiesel. Il a carrément imaginé que Chouchani aurait pu être le Eliyahu Hanavi de sa génération. Dans ses écrits, dans ses romans, Elie Wiesel parle beaucoup de M. Chouchani à travers ses personnages, comme par exemple le mendiant de Jérusalem, comme le pauvre, le fou. Tous ces personnages de M. Elie Wiesel dans ses romans sont des personnages directement et indirectement liés à M. Chouchani. Regardez ce que dit M. Elie Wiesel sur sa tombe. On lui a demandé d'écrire une épitaphe sur sa tombe en 1968. Regardez ce qu'écrit M. Elie Wiesel. Sur sa tombe est gravé en hébreu. Ici repose le rabbin et le sage Chouchani, de mémoire bénie. Sa naissance et sa vie sont scellées dans l'énigme. Une phrase née de l'imaginaire de l'intellectuel Elie Wiesel, son disciple, qu'il avait rencontré à Paris au lendemain de la Shoah. Je voudrais là, en conclusion personnelle, dire la chose suivante. Monsieur Elie Wiesel a été extrêmement touché, fondamentalement touché, par ce personnage de Monsieur Chouchani. Dieu a envoyé M. Chouchani à M. Wiesel au lendemain de la guerre, lorsque M. Wiesel était sorti d'Auschwitz. Il était dans un certain nombre de camps, disons, d'internat en France, et d'une manière tout à fait brutale, il rencontre, en dehors de toute communication, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé, il avait peur de ce personnage, il rencontre M. Chouchani dans un train vers Taverny, et M. Chouchani le regarde, le fixe, il voit qu'il était en train d'étudier une étude sur le livre de Job, et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu sais du livre de Job, toi ?» Et alors il a commencé évidemment à converser avec M. Chouchani en disant voilà qui est Job. Il lui dit tu ne sais rien du tout. Écoute-moi bien maintenant. Et pendant tout le trajet, il est resté pour à peu près 1 heure à expliquer à M. Elie Wiesel, jeune, très enfant, il avait 12-13 ans, ce qu'était M. Job. Et il arrive à Taverny d'une manière tout à fait inattendue, parce que monsieur, comme l'a dit Louis tout à l'heure, monsieur Chouchani arrivait d'une manière toujours, j'allais dire, par surprise, surprenante. Il déjeunait très peu, il mangeait très peu. Il adorait le lait concentré. Oui.
et les saucisses. Oui, oui, c'est ça. C'était oui. une... Oui, oui, absolument. Il savait... Oui, les mais attention, il pouvait rester des heures et des heures. Il est resté 3 jours à expliquer le mot Bereshit, dit M. Elie Wiesel. 3 jours et 3 nuits. Il était tout simplement jamais de notes, jamais de livres autour de lui. C'était un livre lui-même. Oui, c'est ça. Il raisonnait tout simplement par lui-même et il était extrêmement désorientant, parce que déstructurant, parce qu'il allait dans le sens de ce que pensaient les élèves, puis très vite, il tournait kazakh, il faisait exactement l'inverse de ce qu'il disait, et les deux démonstrations étaient d'une justesse rigoureuse, j'allais dire presque impitoyable. Les élèves en sortaient très touchés, profondément émus, et ils en redemandaient. Monsieur Chouchani disparaissait, revenait, passait un Shabbat avec eux. Il dormait, évidemment, on lui avait donné une chambre, il dormait dans sa chambre, mais en fait... dormait très peu. Et voilà, c'est ça. En fait, il dormait très très peu. Il était toujours avec des piles de journaux dans sa chambre sur Israël. Il était extrêmement intéressé et intrigué par le mouvement sioniste, et il était sûr que cela allait amener à la messianisation d'Israël et du monde. Il sentait exactement dans le mouvement sioniste la main de Dieu dans l'histoire. Ouais, je voulais pour compléter ce qu'il disait, qui démontre une brillance dans la connaissance de la Torah unique. D'abord, il connaissait le Talmud par cœur. On citait un passage de Talmud, il pouvait dire à quel endroit et quel chapitre ça se trouvait. Y compris le Zohar. Le Zohar, tout ce qui s'ensuit. Donc il surfait sur ces choses-là. Mais un jour, il avait des élèves et qui travaillaient justement sur un passage de la Torah et qui concernait Bereshit. Et les élèves, au bout d'une semaine, en avaient un peu assez. Alors, ils lui ont fait l'observation de dire, mais jusqu'à quand vous allez nous enseigner ce passage? Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire? Il a dit, si vous me le permettez, je pourrais continuer pendant 6 mois. 6 mois sur ce passage. On dit de Chouchani qu'il était capable, à partir d'un mot, de relier ce mot à toute la connaissance du judaïsme. Par un mot. Il commençait par un mot qui était pris, et vous le développez, et on arrivait dans des profondeurs de secrets de la Torah. En utilisant aussi les sciences. Et en utilisant les sciences. C'est ça. Donc, c'est un maître du XXe siècle, dont on n'a pas fini de connaître, parce que Chouchani écrivait beaucoup. Mais il a laissé de nombreux cahiers. Mais à l'heure actuelle encore, il est mort en 68, on se casse la tête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était dans ces cahiers. Voilà un cahier, l'exemple d'un cahier. Regardez, on voit très mal. Regardez, c'est absolument illisible, indéchiffrable. Il parlait à la fois en allemand, en français, en anglais, en yiddish, en russe, et d'une manière tout à fait codée. C'est absolument incompréhensible, mais sachez que la bibliothèque d'Israël a réussi à avoir, grâce à Dieu, l'ensemble de ces cahiers qui étaient disponibles, parce qu'il y a beaucoup de cahiers qui ont été plus ou moins perdus pour l'instant, et il est possible dans la bibliothèque d'Israël de trouver certains écrits de M. Chouchani. Enfin, pour conclure, cet homme, il faut quand même parler un peu de sa personnalité profonde, de sa sensibilité. C'était un être très seul, très seul, pour être compris, vu ce qu'on a évoqué. Était-il marié? Avait-il des enfants? On ne sait pas. On ne sait pas. Et profondément, c'est ce que dit Elie Wiesel, profondément malheureux. Elie Wiesel, comme l'a dit Fabien Moshe, a fait tout pour le faire venir aux États-Unis. Il n'y a rien à faire. C'est un homme qui voulait vivre dans l'ombre, et il avait choisi l'Uruguay justement parce qu'il pensait que l'Uruguay était un pays qui, si malheur
éclater un nouveau conflit dans le XXe siècle ou le XXIe, eh bien, ce sera en Europe, mais pas dans cette partie du monde. Et c'est pour ça qu'il a fini ses jours là-bas, et il a eu la faim d'injuste. Il est mort sous un arbre, à l'entrée du Shabbat. Alors, c'est le destin, on peut dire, puisque il a crié pendant son malaise docteur, docteur en hébreu, Rophé, Rophé. On a réussi à le transporter au petit hôpital de cette petite ville où il devait passer Shabbat. Malheureusement, il manquait de bouteilles d'oxygène et il est parti sans souffrir. On dit chez nous, dans le baiser de Dieu. Et ce sera une existence qui est un mystère. C'est le dernier des justes. Voilà, merci beaucoup. Ouais. J'espère que ça vous a intéressé. On a voulu faire une petite synthèse en quelques minutes d'un thème immense. Encore une fois, Monsieur Chouchani, pour nous, c'est un monde qu'on ne comprenait pas, qu'on ne comprend pas encore tout à fait. C'est une énigme encore, malgré tout nos recherches et la recherche de nombreuses personnes, n'est-ce pas, et de chercheurs. Et Monsieur Chouchani, j'espère qu'un jour, Bezrat Hashem, avec le Mashiach Ben David, on comprendra qui il était. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège tous. Soyons unis et soyons tout simplement fermes et combatifs. Merci beaucoup.